Monsieur Mitterrand trouve cette Europe floue, cette Europe peut-être molle, oui. Alors je dirais que... Votre Europe. La mienne ou celle du président de la République que nous sommes en train de réaliser? Celle de M. Giscard d'Estaing, celle de M. Barre, qui est votre parrain, et la vôtre. Les débats sur l'Europe ne datent pas d'hier, mais leur particularité est d'avoir suscité des clivages non pas seulement entre les camps, comme ici entre la gauche de François Mitterrand et la droite de Simone Veil, mais aussi à l'intérieur même des partis. Alors, comment le PS, encore divisé sur ces questions, s'en sort-il? Comment s'expliquent les évolutions de François Hollande pendant et après la campagne? Et y a-t-il eu des maladresses de communication sur ce sujet ô combien sensible de l'Europe? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, François, Jean-Marc et leurs amis en costumes européens, avec nous 4 invités. Jean Quatremer, journaliste à Libération et spécialiste des questions européennes que vous suivez depuis Bruxelles. Gérard Grimbert, spécialiste du PS, pour mettre en perspective les difficultés rencontrées par le gouvernement sur ce sujet. Hubert Ripoll, spécialiste de la psychologie du sport. Et oui, j'ai bien dit du sport, auteur de ce livre, Le mental des coachs chez Payot. Vous vous êtes intéressé au management des groupes compliqués que sont les équipes de sportifs et on verra ce que vous pensez du management d'une autre équipe assez compliquée à gérer, celle des députés socialistes sur ces questions européennes. Et puis enfin Sylviane Rémy-Giraud, lexicologue, pour analyser le vocabulaire, les mots sur l'Europe. Alors le premier, ces derniers temps, a incontestablement été celui de renégociation, la renégociation. Le gouvernement a-t-il renégocié ou pas le fameux traité adopté en son temps par le couple Merkel-Sarkozy? Pour commencer l'émission, je vous propose un petit feuilleton. L'épilogue est connu. Le fameux traité a bien été adopté ce mois d'octobre. Mais il y a quelques mois, 10 mois plus tôt, le candidat François Hollande n'était pas de cet avis. Écoutez-le. Cet accord n'est pas la bonne réponse. Donc vous ne l'appliquerez pas? Permettez que j'aille un peu plus loin dans mon propos. Allez-y. N'est pas la bonne réponse ni à l'urgence. Et là, il s'agit des semaines qui viennent pour redonner la confiance et pour soutenir la croissance. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse non plus pour l'avenir de l'Europe, qui mérite mieux qu'un simple accord sur ce qu'on appelle l'union budgétaire. Si je suis élu président de la République, je renégocierai cet accord pour y mettre ce qui lui manque aujourd'hui. Voilà, donc le traité n'est pas la bonne réponse, il faut le renégocier. Et le message est plus limpide encore, quelques temps plus tard, entre les deux tours de la présidentielle. Donc il y aura de toute manière une renégociation. Ensuite, est-ce que le traité sera modifié? Je le souhaite. Ou un autre traité sera organisé? Ça fait partie de la négociation. Mais le traité, en l'état, ne sera pas ratifié par la France. Voilà, et là, il évoque carrément l'idée d'un nouveau traité. Quelques jours plus tard, il était du président de la République, mais lors de son premier voyage à Berlin le 15 mai, eh bien, il semble nettement moins catégorique. Je vous propose de l'écouter lors de sa conférence de presse aux côtés d'Angela Merkel. J'ai dit dans la campagne, et je le répète encore aujourd'hui, comme président de la République, que je voulais renégocier ce qui, à un moment, a été établi pour y intégrer une dimension de croissance. Donc la méthode dont nous avons convenu consiste à mettre toutes les idées, toutes les propositions et voir ensuite quelles sont les traductions juridiques pour les mettre en œuvre. Et c'est au terme de ce travail que je pourrai répondre à votre question. Voilà, et la question était bien entendu, allez-vous modifier le pacte budgétaire? Alors la réponse là est incroyable parce qu'il dit clairement qu'il n'en sait rien, voilà, nous allons voir ce qu'on peut faire, je vous répondrai ensuite. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un rétropédalage, un formidable rétropédalage ou juste la découverte cruelle de la machine bruxelloise? Jean Quatremer. En réalité, dès le départ, on savait qu'il ne renégocierait pas le traité d'union budgétaire. Ah bon, parce que là, quand on a entendu, ce qui est amusant de voir l'évolution du discours, même quand il est ultra catégorique. Mais c'est très intéressant parce que dès le départ, il dit « j'ajouterai une dimension
je renégocierai, mais pas forcément sur le fond, mais je rajouterai quelque chose qui manque, qui est la croissance. Le premier extrait est assez intéressant quand il passe à RTL, où il explique bien ce qu'ils veulent faire. Et très rapidement, nous... donc vous voulez dire que pendant la campagne, il joue sur les mots? Il joue, à mon avis, du début à la fin, il joue sur les mots, et on savait dans son entourage, nous à Libération, on a fait dès le départ, quand il a annoncé, oui, cet accord est un mauvais accord, etc. Donc on a dit, mais ça veut dire qu'il veut une crise européenne. Parce qu'un accord européen, ce n'est pas un accord franco-français. C'est négocié à 27, en l'occurrence à 17 au sein de la zone euro. Donc ça veut dire, est-ce qu'il est prêt à aller à l'affrontement avec l'Allemagne? L'Allemagne qui a mis comme condition à sa solidarité financière avec les pays du sud de la zone euro qui sont attaqués par les marchés financiers, la ratification de ce traité. Donc on sait bien qu'évidemment, il n'ira pas à l'affrontement avec l'Allemagne. Et donc on a été voir son entourage, on a fait une enquête, et très rapidement, il nous explique, oui, en fait, ce qu'on veut faire, c'est rajouter un volet. Un volet croissance, et en réalité, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire on a rajouté une dimension croissance. Je vous rassure, tout ça était dans les tuyaux bruxellois depuis 8 mois. Oui, ce qu'on a beaucoup dit. Voilà, on a rajouté des éléments, voilà, on les a mis en forme pour sauver la face du candidat François Hollande. Mais dès le départ, Hollande est tout sauf quelqu'un de stupide, et il savait qu'il n'obtiendrait pas la ratification, et il a joué beaucoup sur les mots. Alors justement, parce que c'est vrai qu'avec le recul, c'est amusant de reprendre le film depuis le début, et on a l'impression effectivement que sur RTL, en décembre 2011, il tente encore de jouer sur les mots, mais on a l'impression qu'entre les deux tours, Gérard Grimbert, il se laisse quand même un petit peu emporter. Alors est-ce que c'est par le PS, par l'élan, par la dynamique, par la perspective de la victoire? Parce qu'il évoque quand même l'idée d'un nouveau traité. Il dit renégocier, mais il évoque quand même cette idée-là. Donc on pense bien que c'est ce qui résonne. Oui, il faut bien voir quand même, je partage tout à fait ce qu'a dit Jean Quatremer, il faut bien voir que la position de Hollande était une position politique par rapport à la gauche et par rapport au Parti socialiste. Elle n'était pas par rapport à la construction européenne. Le problème, c'est qu'il faut bien se rappeler que François Hollande a été traumatisé par le référendum de 2004-2005, traumatisé parce qu'au Parti socialiste, il a pris une position en flèche pour le traité qu'on appelait le traité constitutionnel européen, qu'il a gagné un référendum interne, c'était pas facile, qu'il a divisé son parti, qu'après la gauche et le peuple français ont voté non, et il s'est dit plus jamais ça, c'est-à-dire je ne diviserai plus le parti sur les questions européennes. Et donc par conséquent, vraiment, c'est ce qui explique sa position. Il savait bien, à mon avis, que ça se passerait comme ça s'est passé, mais il voulait absolument deux choses, qu'il a pas mal réussi d'ailleurs. La première, c'est qu'il voulait pendant toute la campagne avoir le parti uni derrière lui sur les questions européennes. Et la deuxième, c'est que comptant effectivement sur les petits camarades européens, malgré tout, l'idée pour le retirer dans l'autre sens, c'est ça ? Bon, vous me donnez mon petit volet croissance, hein, et puis on passe là-dessus. De ce point de vue-là, il a pas mal réussi dans la mesure. Même si avec le recul, c'est quand même un peu cruel de revoir ces extraits où il cruel, évoque le nouveau traité, etc. C'est cruel, mais c'est cruel, mais j'ajouterai un dernier mot. Les images sont cruelles. J'ajouterai un dernier mot. Quand on sait ce qu'est le Parti socialiste et ce qu'il a été dans les 20 dernières années, arriver à faire voter ce pacte, quand même, tel qu'il l'a été, très largement, parce qu'on a insisté sur ceux qui n'ont pas voté très largement, c'est quand même un assez beau tour de force. D'accord, donc en partant de ce point-là, finalement, assez loin de son point d'arrivée, il a pas mal mené sa barque, vous dites. Alors, ça. C'est quand même intéressant, parce que vous dites l'un et l'autre qui savaient dès le départ que finalement le mot renégocier pour lui, ça voulait dire ajouter. Alors c'est une définition intéressante du mot renégocier. Sylviane Rémy, je voulais vous faire réagir à ça. Et puis à la manière dont il l'utilise, parce qu'effectivement, on sent qu'il joue sur les mots, comment il joue, comment le sens de ce mot renégocier évolue. Oui, alors dans quelle mesure le verbe renégocier va se prêter au jeu, hein, voilà. Jusqu'à quel point? Renégocier au départ, il y a quand même ce préfixe re qui veut dire qu'on recommence. Si on dit à un étudiant de refaire sa copie, en principe, on va mettre la première page, la première feuille à la corbeille et il va repartir sur un nouveau travail. Donc ça, c'est l'hypothèse maximale. C'est le sens fort de renégocier. C'est-à-dire, on revient en arrière de l'action qui a été faite. D'accord, voilà. C'est ce que tout le monde a compris d'ailleurs quand il a dit renégocier. Alors, attendez, c'est ce que tout le monde comprend, parce qu'il joue sur ce sens fort du verbe renégocier. Mais c'est pas si simple au niveau du lexique, en fait. Parce que dès le début, dans votre premier extrait, il dit « je renégocierai cet accord pour y mettre ce qui lui manque ». Et personne ne dit « mais attendez, si c'est pour y mettre ce qui lui manque, c'est pas pour refaire le traité ». Donc, dès ce premier... voilà, donc il nous informe en fait, que personne ne l'a bien écouté, c'est quand même dingue. Hein. Oui, alors attendez, après, parce que c'est l'évolution, alors là, effectivement, c'est une mine, c'est une gourmandise pour le lexicologue. Hein. Bon, on s'excuse de prendre du plaisir sur des choses aussi graves. Alors, extrait suivant. Ensuite, est-ce que le traité sera modifié ?
Oui, il reprend bien ça. qu'on lui demande, et ouais. faites bien attention, il dit « je le souhaite ». Donc il est en train de répondre à sa question. Et là, on voit bien qu'il songe à modifier et non pas à recommencer ce Ça traité. montre que les journalistes n'écoutaient pas en réalité. C'est très intéressant parce qu'il y a aussi le problème de l'interview politique. Les gens qui interviewent les politiques, ce ne sont pas les spécialistes du dossier, ce sont des journalistes politiques. Oui. Et donc, ils n'entendent pas précisément, effectivement, ces petites musiques, ces mots qui passent d'un registre à l'autre. Et ça, c'est un vrai problème de l'interview politique à la française. Mais alors, nous qui, dans l'équipe, essayons quand même d'écouter, on voit quand même qu'effectivement, il a joué sur les mots, mais on a quand même l'impression qu'à un moment, il s'est un petit peu laissé emporter par quand il dit effectivement nouveau traité. Est-ce qu'il avait besoin d'évoquer... Un autre traité sera organisé, c'est pas un traité autre. Et alors, pour terminer sur ces extraits-là, Hubert Ripoll, selon vous, là, comment il gère, comment il manage cet événement, ce moment psychologiquement? Parce qu'on voit bien qu'il est face aux Français qui l'écoutent, face aux journalistes français. Et puis, il y a aussi Mme Merkel, voilà, à côté. Alors, il gère à sa main, et je trouve que c'est sa grande force. À savoir qu'il y a à peu près 2 à 3 mois que Nicolas Sarkozy s'agite sur l'Europe. Le triple A, que l'on va perdre, la catastrophe européenne. Et là où il est très intelligent, c'est qu'il ne va pas attaquer sur le social. Parce que sur le social, on l'attend, on sait, on connaît quelle est la donne. Et il va aller où? Sur le terrain de l'adversaire. Et le terrain de l'adversaire, c'est lequel? C'est Sarkozy a choisi le lieu de l'affrontement. Et le lieu de l'affrontement, c'est l'Europe. Eh bien, en bon sportif, très intelligemment, Hollande se retrouve là comme à une conférence de presse où il prend la main sur l'auditoire, sur son équipe, pour dire c'est sur ce terrain-là que je vais aller. Alors, en bon sportif aussi, et je ne sais pas qui le coach, Mais il aime le sport en tout cas. mais en bon sportif, il planifie ses objectifs. Il sait qu'il y a différentes étapes. La première étape, ça se joue avec ses supporters. Ce sont ses mandants. Il va devoir les convaincre, il va leur donner confiance. Il utilise plusieurs fois le mot confiance. Il va falloir qu'il les mobilise. Deuxième chose, le deuxième moment de la démonstration, c'est lorsqu'il sera au Conseil de l'Europe. Mais ça sera déjà après. Conseil européen. Alors, bon, pour l'instant, vous dites qu'il s'en était bien sorti. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, effectivement, il a mené sa barque sur ce sujet-là. On reprend le fil du feuilleton. Ah, donc, le 15 mai, il nous dit quand même que ça va être un petit peu plus difficile qu'on l'avait entendu, hein, pas que ce qu'il avait dit, mais que ce qu'on l'avait entendu, qu'il va falloir un peu attendre pour répondre à la question. Et le 23 mai, quelques jours plus tard, eh bien, il se fait carrément le commentateur de ses propres difficultés. À ce stade, pour permettre justement la discussion la plus large, nous n'avons pas évoqué d'instruments juridiques. Donc, les idées sont échangées, et c'est au terme de nos délibérations du Conseil européen de fin juin que des éventuelles modifications de traités peuvent être proposées. Mais à ce stade, il n'y a eu aucune discussion sur des traités existants qu'il conviendrait de modifier ou des traités nouveaux qu'il conviendrait de négocier. Voilà, donc c'est effectivement son premier Conseil européen le 23 mai. Donc là, il n'a pas l'air très optimiste, ou du moins il joue cette carte-là. Mais par contre, le 29 juin, lors du Conseil suivant, eh bien là, ça sent la victoire. D'abord, j'avais, dans la campagne présidentielle, annoncé que je voulais renégocier ce qui avait été décidé, au sens d'y mettre ce qui ne s'y trouvait pas, la croissance et des mesures de stabilité et une vision à moyen terme. Je considère que ce sommet a permis d'aboutir à cette renégociation. C'est pour ça qu'il a été long, le Conseil européen. C'est pourquoi la zone euro a travaillé toute une nuit et dans un calendrier qui n'était pas prévu. Et c'est pourquoi ce sommet a été important. Certes, la croissance, nous avions fait déjà le travail depuis plusieurs jours. Mais sur les mesures de stabilité, sur la supervision bancaire, nous avons là connu des progrès très significatifs. Alors là, il cherche à retomber, du moins il retombe sur ses pattes en disant finalement, voilà, on a renégocié au sens d'y mettre ce qui ne s'y trouvait pas dans ce traité. Alors un petit mot, Sylviane Rémy, sur l'évolution du mot renégocier. Oui, alors l'évolution, le 23 mai,
Hein, on voit bien qu'il nous dit que des éventuelles modifications de traités peuvent être proposées. On voit bien que c'est dans une subordonnée, c'est au terme que des éventuelles... Et alors, ça nous dit quoi tout ça? Alors, ce que ça me dit, c'est que c'est modifié qu'il a gardé. C'est pas renégocié, on a perdu l'hypothèse forte, l'interprétation forte. Et c'est modalisé, parce que c'est éventuel, peuvent, que dans une même phrase, il y a à la fois éventuel et peuvent qui traduisent la même idée de possibilité, mais non de certitude. C'est intéressant, avec en plus ce passif. Hein, peuvent être proposés. On sait bien que le passif noie le poisson ou l'agent dans les phrases. Hein. Et ça, c'est quand il est effectivement dans sa phase pessimiste le 23 mai. Par contre, à la fin, il explique que ça a été renégocié. Vous avez remarqué comment il a changé de discours, parce que là, il nous explique donc qu'il y aura l'élément croissance, puis il passe à l'union bancaire, qui est effectivement quelque chose d'énorme. Hein. En juin, au Conseil européen de juin, les 17 conviennent de lancer l'union bancaire. Et on va communautariser la gestion des banques. C'est un truc énorme. Il n'en était même pas question avant. C'est quelque chose qui est sorti effectivement au cours du mois de mai et du mois de juin. Et il le sort comme si c'était quelque chose qu'il avait déjà en tête 6 mois auparavant. Que nenni. Donc, vous voyez, il est en train d'habiller, je dirais, son avalage, je ne sais pas si on peut dire ça, de chapeau. Mais non, il l'avale pas, tout juste. Non, mais il l'avale pas puisque vous nous dites. Non, mais attendez, il l'avale pas puisque vous nous dites que dès le départ, finalement, il avait anticipé tout ça. Gérard Grimbert, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a un moment où il passe par une phase. Alors, je ne sais pas si c'est de la communication, si c'est aussi vis-à-vis du PS, hein, où finalement, voilà, on dramatise un peu la situation pour après sortir par une victoire. Que pensez-vous de la manière dont il gère tout ça? Encore une fois, je trouve qu'il l'a très bien géré. Il a eu de la chance aussi. C'est que la conjoncture, à ce moment-là, a changé au niveau européen et que vous avez un certain nombre d'instances européennes, soit la Banque centrale, soit des gouvernements, surtout les gouvernements d'Europe du Sud, la Commission elle-même, ont commencé à dire, non pas à soutenir vraiment techniquement ce que proposait Hollande, mais à dire c'est vrai qu'il y a un problème de croissance, c'est vrai qu'on ne peut pas uniquement faire de l'austérité. Et du coup, il s'est retrouvé... alors qu'il aurait pu être isolé, il s'est retrouvé presque au milieu du jeu, entre l'Europe, faisant presque le lien entre l'Europe du Sud, qui était comme ça, et puis l'Europe du Nord, qui commençait à avoir assez de saisi opportunément une opportunité. Il l'a fait bien, oui, non, mais effectivement, mais il a eu de la chance aussi, mais il l'a bien fait. Mais attention, parce qu'un bon politique, c'est celui qui a de la chance. Moi, je suis persuadé... C'est ce que disait Edgar Faure. Oui, absolument. Et donc là, c'était très, très bien joué de ce point de vue-là. Il est arrivé au bon moment. Exact. Et quand il a parlé de croissance dès le début de l'année, la Commission avait déjà commencé à préparer ce fameux plan qui finalement deviendra le pacte Hollande, mais qui était préparé par la Commission européenne, parce que effectivement les circonstances, vous avez raison de le rappeler, avaient changé. Et ça, quand même, avoir la vista et la chance, bon, que demander de mieux, hein. Oui, mais alors attendez, parce que là quand même, alors bravo, il a tout réussi, il a de la chance, bon, très bien. Quand même, il y a un moment où on voit quand même qu'il est passé par une phase où il a l'air de plus trop y croire, puisqu'il dit bon, nous n'avons pas évoqué d'instruments juridiques, à ce stade, il n'y a eu aucune discussion. On a l'impression qu'il passe quand même par un petit passage à vide. C'est avant qu'il trouve la brèche dans laquelle s'engouffrer. Absolument. Et je crois que le 23 mai, il se rend compte qu'effectivement, sa proposition de renégocier le traité... Au sens d'ajouter. Voilà, au sens d'ajouter, ça tient même plus, parce que les Allemands simplement voulaient avoir le TSCG, donc le traité d'union budgétaire, avant d'accepter le saut fédéral et des instruments de solidarité entre les États riches et les États pauvres. Et le 23 mai, sa conférence de presse, c'est d'une cruauté totale. On voit bien à quel point il hésite. Il n'a pas encore trouvé la voie de sortie. Donc le souligner comme vous le faites, je vous disais tout à l'heure, vous êtes méchant. D'accord. Bah écoutez, non, on essaye d'être juste et fidèle à la chronologie des événements. Vous parlez de chance. En sport, la chance ne sourit qu'à ceux qui sont capables de l'anticiper. Or, sur quoi est-il parti au départ? Confiance et croissance. Oui. C'est pas par hasard. Et à ce moment-là précis, évidemment, en termes de com, il se trouve en difficulté. Et je trouve qu'il ne joue pas assez sur ces éléments de circonstance où il pourrait montrer qu'il est en phase avec l'évolution des événements et de nouveau prendre la main. Or, il est perturbé par son annonce, parce que j'imagine qu'autour de lui, on est en train de lui dire que c'est la catastrophe et qu'il va se planter. Et là, les journalistes en face rigolent. Là, François Hollande manque de confiance en lui, c'est clair. Lors de ce premier sommet. Il manque de confiance en lui. D'accord. Il n'a pas fait l'analyse objective et rationnelle
des cartes qu'il a en main. Mais c'est vrai parce que le 23 mai, j'étais au Conseil européen à sa conférence de presse, et effectivement, parce que tous les journalistes étaient ricanants, parce que quelque part, on était tous là en train de le regarder manger son chapeau sur la renégociation, etc. Et donc, il y avait une ambiance dans la salle de presse qui n'était pas très agréable pour François Hollande, parce qu'on avait tous des sourires bananes jusque-là, en disant, bon, allez François, vas-y, reconnais que tu t'es D'accord, quand même... Et là, comme vous dites, il perd un peu, il perd de vue, et il se raccroche aux branches le 29. Alors, qu'est-ce qu'un bon politique, et puis comment on s'en sort par le haut? Alors là, on est au mois de juin, on voit comment François Hollande s'en sort, mais le problème, c'est que le débat va se poursuivre, puisqu'à la rentrée, il y a le fameux vote de ce traité à l'Assemblée nationale. Et alors là, c'est Jean-Marc Ayrault qui doit assurer le service après-vente. Je vous propose de l'écouter. Monsieur Ayrault, c'était l'engagement numéro 11 de François Hollande. Oui, je l'ai relu avant de venir à votre émission. Alors, il disait, je renégocierai le traité européen. Il disait, je renégocierai. Oui, il disait pas, je compléterai. Il disait, je renégocierai. Je renégocierai. Dans le sens de la croissance. Et pas je compléterai. Non, mais écoutez, on ne va pas jouer sur les mots. Ah. Il y a eu... C'est la parole publique. Non, mais il y a eu négociation. Et le traité sera bien le même, monsieur Je viens le Premier d'entendre ministre. M. Fillon. Jeff repose sa question. Est-ce que vous admettez qu'il n'a pas été littéralement renégocié, ce traité? D'un point de vue juridique, si vous prenez la ligne exacte de la phrase qui sera soumise à ratification, non. Je l'ai dit d'ailleurs dans la presse ces derniers jours, mais c'est tout ce qui va avec. Le paquet croissance, le paquet perspective, pour enfin faire que l'Europe soit une zone non pas seulement de libre-échange, mais qu'elle porte aussi un projet, qu'elle redonne de l'espoir. Vous avez obtenu la réponse, oui, Jeff. C'est ce que nous avons obtenu. Voilà, et on voit que ce problème de définition de ce fameux mot renégocier continue à poser des problèmes. Et puis on entend un nouveau mot qui apparaît, c'est réorienter, là dans le brouhaha. Un mot que l'on retrouve le lendemain dans la bouche du patron des députés socialistes, Bruno Le Roux. Il avait dit qu'il renégocierait le traité, il n'y est pas parvenu. Mais c'est comme si c'était fait. Quand on ajoute un volet croissance, quand on fait voter cette taxe, quand on décide de réorienter l'Europe à tel point que la Banque Centrale Européenne prend une décision qui était inimaginable 6 mois auparavant. On peut prendre le mot que l'on veut, renégociation, réorientation, mais le traité et le contexte européen n'est plus le même aujourd'hui qu'il l'était avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Voilà, après tout, renégocier, modifier, réorienter, on peut prendre le mot qu'on veut. Et la question qu'on se pose, c'est quand même, est-ce que ce mot au départ, Sylviane Rémy, n'était pas très mal choisi? Est-ce qu'ils n'ont pas été très mal inspirés de choisir ce mot renégocier? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre finalement ce mot qui apparaît au mois d'octobre? Eh bien, réorienter tout simplement. Oui, mais c'est quand même faible, réorienter. Ah bon alors que renégocier, c'est vraiment un mot technique. C'est un mot de la terminologie diplomatique. J'ai regardé dans les dictionnaires, il y a un sens précis, technique, il y a ses traductions juridiques. Donc c'était un mot mascotte, enfin un mot qui devait entraîner les militants. Et on était en campagne, donc on n'avait pas le choix. Réorienter, c'est quand même faiblard. D'accord, et réorienter, alors pourquoi le mot réorientation, à ce moment-là, a des vertus? Parce que ce petit préfixe revanche du morphème, qui voulait dire revenir en arrière, qui avait un côté passéiste, et puis avec le verbe renégocier qui avait un côté terminologique, austère, froid, parce qu'on va aller chercher à la lettre, la virgule, ça fait un peu grammairien maniaque, enfin vous voyez, il y a un côté quand même inaffectif. Alors que la réorienter, c'est étrange que ce préfixe avec le verbe orienter aille de l'avant pour dire on allait en avant et là simplement on va changer de direction et vous allez voir, ça va être avec un lexique psychologique d'avenir, le projet, l'espoir et puis le paquet. Et d'ailleurs le mot réorienter a aussi un sens idéologique et pas dans la bouche des socialistes, réorienter, ça veut dire la faire moins capitaliste, moins libérale. C'est ça que ça veut dire, la réorientation. Plus sociale. Et la raison pour laquelle, et on posait la question, est-ce qu'il a eu tort ou pas tort de dire renégocier, ça voulait bien dire on n'en veut pas idéologiquement, parce que l'Europe est libérale, c'est pas cette Europe-là qu'on veut. Et c'est, encore une fois, comme il ne voulait pas rediviser le parti, il savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien qu'il ne pourrait pas le faire, il savait très bien. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il a quand même pas mal réussi son coup, parce que ça n'avait pas de sens. Et après, il est parti sur réorienter en disant... Et à mon avis, le mot réorienter est déjà terminé. Je pense que là, on a passé alors une nouvelle phase dans les derniers jours, qui est la question de l'Europe politique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que dans l'interview qu'il a donnée à un certain nombre de journaux, notre président de la République, pour la première fois, il dit, bon, on va peut-être parler de l'union politique,
Et on va voir peut-être si les élections européennes peuvent commencer à développer l'enjeu de cette union politique. Ah là, ça nous fait rire en revoyant les extraits. C'est vrai qu'il y a un effet quand même assez comique. C'est le sparadrap du capitaine Haddock, quoi, quand même, cette histoire de traité. Non, mais c'est vrai, renégocier, réorienter. Alors vous dites, il y a une nouvelle dimension, on va y venir. Mais juste avant, on va continuer le film. Hubert Ripoll, concernant la manière dont Jean-Marc Ayrault, parce que c'est vrai que là, le pauvre, on sent qu'il reconnaît quand même que si on cherche la ligne exacte, eh bien, le traité n'a pas été renégocié. Il faut bien finir par l'avouer une bonne fois pour toutes. Il s'en sort comment, lui? Et il me fait vraiment beaucoup de peine. Ah bon? Vous n'êtes pas victime de l'air du temps, là? C'est pathétique. Ah bon? Non, attendez, c'est absolument pathétique. Pour moi, il a vraiment un problème d'ego à ce moment-là. C'est le petit soldat qui a les doigts sur la couture. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il est totalement dominé par Hollande, et il est que la chambre d'écho de Hollande. À la même émission, à chaque fois qu'on lui parle d'un ministre... Oui, mais là, dans cet extrait-là, par exemple, parce qu'on voit bien qu'il essaye de faire la synthèse entre la réalité et puis finalement les mots. Non, mais moi, je ne fais pas une analyse politique ou sémiologique. Non, mais justement sur la manière dont je fais une analyse comportementale, c'est-à-dire quelles sont les contraintes qui pèsent sur cet homme. Et notamment parce que capitaine, il ne maîtrise aucune de ses troupes, et il le sait, et ils vont le lui faire payer. Or, très intéressant, derrière, Leroux se comporte en capitaine d'équipe. Pourquoi? Et il va le dire un peu plus tard. Ceux qui ne seront pas sur la ligne, sur la ligne, on verra. Et donc lui, sait qu'il a barre sur son équipe, il sait qu'il peut jouer la partie. Il tient une légitimité qui est vraiment en relation avec son rôle. Mais c'est vrai que c'est amusant, effectivement, parce que vous dites Leroux, finalement, agit en vrai chef d'équipe. Puis c'est vrai que Leroux, finalement, il ne se laisse pas embarrasser par ces questions de mots. Après tout, c'est la même chose. Jean-Marc Ayrault, on a l'impression qu'il veut, d'ailleurs, c'est pourquoi, coûte que coûte, finalement, il se laisse un peu piéger sur cette question de vocabulaire. Pourquoi, selon vous? Mais je crois d'abord qu'il y a probablement une espèce de franchise chez lui. Peut-être il a plus de mal à mentir que d'autres hommes politiques, peut-être. Je dirais ça. Et or, l'art du mensonge est très important en politique, quand même. Donc, je crois qu'il y a ça. Et puis, je crois que ce que vous dites est vrai. Je pense que d'une certaine façon, il est la victime de la manière dont, dès le départ, le président de la République a défini son propre rôle et celui de son Premier ministre. Au lieu de reconnaître ce qu'on sait depuis 1958, que c'est le président qui est le chef de l'exécutif, il a laissé... Bon, alors évidemment, c'était d'abord une critique de Nicolas Sarkozy et de son hyper-présidence, entre guillemets, mais du coup, il a laissé se développer l'idée que on retournerait enfin dans ce que les socialistes attendent depuis 1962, c'est-à-dire un gouvernement parlementaire, un système parlementaire, un système qu'on appelle primo-ministériel. Et du coup, je crois que le Premier ministre ne sait pas très bien où il en est, effectivement, du point de vue du leadership. Ah bon? Oui, parce que c'est ça, parce que peut-être c'est juste effectivement qu'il a du mal à mentir. Est-ce que c'est pas aussi... Non, je crois qu'il joue... il a une double contrainte. Hein. Il est figé, mais regardez ce héros comparé au tribun qu'était Ayrault lorsqu'il était porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée. C'est pas patron du groupe socialiste quand il était... D'accord. Donc vous dites c'est bel et bien, c'est pas lui intrinsèquement, c'est la fonction qu'il a changé. Alors il y en a d'autres, parce qu'on va parler des troupes socialistes, mais il y a aussi la majorité en général qui a une posture assez intéressante. Alors on va revenir sur quelques-uns de leurs arguments. D'abord, ceux des écologistes qui, dès la rentrée, se sont distingués, ont pris leur distance, là aussi avec des arguments assez imparables. Écoutez. Le Conseil national des Verts qui dit non au traité européen, un clash de plus avec leurs alliés du PS. Au Sénat, la moitié des 12 sénateurs Europe Écologie Les Verts devraient s'opposer au traité. Jean Vincent placé en tête, mais il ne compte pas donner de consigne de vote. De toute façon, ce traité est acquis très largement avec près de 80% des voix, PS, UMP. Je trouve ça tout à fait naturel qu'il y a, par exemple, à l'Assemblée nationale, une vingtaine de parlementaires socialistes qui votent non. Moi, ça ne me choque pas que certains votent oui chez les écologistes. Voilà, argument quand même assez original dans la bouche d'un politique. On peut voter ce qu'on veut finalement, puisque ce sera adopté de toute façon. Quant au socialiste Jérôme Guedj, qui lui aussi annonce qu'il ne votera pas, eh bien, il fait aussi preuve de grande créativité dans ses arguments. Écoutez. Alors, vous avez inventé un concept, Jérôme Guedj, le non exigeant de soutien à François Hollande. Est-ce que le non de soutien, c'est mieux que le oui de non-soutien ou pas tout à fait?
Mais je mesure le fait que vous puissiez vous en gausser, mais c'est exactement la démarche le non-soutien, ça jamais entendu, dans laquelle je suis. J'aime trop l'Europe pour pouvoir considérer que celui-ci va dans le sens de la réorientation pourtant voulue par François Hollande. Qui n'aime pas l'Europe, donc pas autant que vous. Non. Il aime l'Europe. Il a obtenu des avancées formidables lors du sommet européen des 28 et 29 juin. Après, on a une divergence dans la méthode. Moi, je crois que le compromis qui est inhérent à la construction européenne, il repose par moments sur du rapport de force. Dans le rapport de force qu'il faut construire, François Hollande, il a besoin de s'appuyer sur ce peuple de France, sur à gauche des gens qui considèrent que la réorientation de la construction de l'Europe passe par plus d'harmonisation fiscale, d'harmonisation sociale. Voilà, alors juste un petit mot, Gérard Grimbert, pendant l'extrait, vous disiez c'est le meilleur argument celui-là. Enfin, le meilleur argument. C'était ironique. Oui, c'était quand même assez ironique parce que expliquer que la meilleure façon de soutenir François Hollande, c'est de voter contre son projet. Je trouve qu'il faut le faire. C'est magnifique comme argument. Oui, ça, je suis. C'est le côté j'aime trop l'Europe pour voter oui. Mais en matière de rhétorique, c'est assez intéressant l'un comme l'autre. On voit qu'ils refusent de jouer collectif avec des arguments originaux, créatifs, on l'a dit, sur leur positionnement. Un petit mot. Ils ne refusent même pas de jouer collectif. Ils refusent de descendre du bus pour aller s'entraîner. On a déjà vu ça. Voilà. Et Domenech, d'ailleurs, ne saura plus jamais quoi en faire. Ils sont vraiment dans ce cas-là. Ils refusent de jouer la partie. Ils se défaussent totalement. Ça a des conséquences. Évidemment, les socialistes vont faire les frais. Mais je suis persuadé qu'à l'avenir, les Verts, comme certains parlementaires, les 17 comme ces parlementaires, un jour ou l'autre, le paieront. Ils le paieront parce que vis-à-vis du groupe. Vis-à-vis du groupe, parce que c'est mettre dans la corbeille quelque chose qui ne répond pas à l'éthique. Alors vous me direz, l'éthique en politique, oui, mais on finit toujours par payer la taxe. Mais c'est le premier test, surtout, le premier test de confiance, et ils trahissent. Mais alors, justement, ce qui est intéressant, c'est intéressant ce que vous dites, ils refusent de jouer, ils jouent même pas le match. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils refusent même d'aller dans la bataille des arguments. Et alors, une petite comparaison, justement, parce que cette question de l'Europe a souvent divisé la gauche, et il y a un moment, justement, que je vous propose de revoir. On est en 1992, et là, François Mitterrand a déjà du fil à retordre avec une partie de sa majorité, dont les Verts et l'écologiste Dominique Voynet. Regardez. Dans toute une partie de la gauche, le front anti-Maastricht s'organise. Un front qui ne se veut pas anti-européen, mais qui rejette l'Europe telle qu'elle est en train de se construire. Il y aurait en réalité, sous cette Europe-là, ni plus ni moins qu'un piège politicien. Je suis pour une Europe qui ne soit pas seulement une Europe des marchands et des technocrates, mais une Europe des citoyens et des peuples. Dans cette perspective, je conteste la précipitation avec laquelle le président de la République, pour des raisons de politique intérieure, cherche à nous enfermer dans un piège où vous êtes pour les accords de Maastricht tels qu'ils sont, sans négociation, sans débat, sans discussion possible, et vous êtes de bons Européens, ou vous êtes contre et vous êtes des anti-européens frileux, sectaires, nationalistes et repliés sur vous-même. Oui, alors vous disiez effectivement, ils ne descendent pas du bus, ceux d'aujourd'hui. Ceux d'hier, on a l'impression, se donner quand même davantage la peine de descendre du bus. Alors pourquoi cette évolution? Est-ce que vous y êtes sensible aussi, Gérard Grimbert? Oui, je crois quand même qu'il y a une évolution. Je crois que, au fond, la question européenne telle qu'elle a été posée à partir de Maastricht et après, dans les années 90 jusqu'à 2005-2006, était vraiment un facteur de division très très important dans la gauche française. Et on l'a vu. Alors bien sûr, il y avait des aspects tactiques, mais il y avait des aspects de fond, pour les raisons que je vous ai dit. Fondamentalement, l'Europe capitaliste, on n'en veut pas. L'Europe des marchands, on a entendu ça. Je crois que ce qui a changé aujourd'hui, il y a deux choses qui ont changé, je crois. La crise de l'euro, fondamentale, qui a donné l'impression, pas seulement une impression, qui a donné la réalité, qu'il y a maintenant une solidarité nécessaire et que c'est presque une question de survie de nos pays. Et je crois que beaucoup de gens... D'accord, donc on peut plus se permettre de développer ces arguments, voilà, c'est pour etc. ça qu'au fond, vous remarquerez, et vous le disiez vous-même, il n'y a pas tellement d'arguments contre. Il y a de dire non, au contraire, nous, on vote non pour soutenir le président, c'est tout. Vous voyez, c'est un argument. Le non de soutien. Mais on voit bien que je crois quand même que là, et d'ailleurs ça explique quand même, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, ça peut peut-être vous surprendre, que finalement le président avait bien joué, mais quand on voit ce qu'a été la gauche sur ces questions depuis 30 ans, et qu'on voit le vote
quand même 80% de la gauche a voté, on se dit, il y a quand même un pas de fait, et je crois qu'il y a un pas de fait parce que maintenant, la question de la solidarité européenne est telle que c'est très compliqué à gauche, on verra à l'extrême droite peut-être, mais à l'extrême gauche, c'est de plus en plus compliqué de dire, nous, c'est purement un problème de national. Un problème national, un problème de vous voyez, c'est ça. D'accord, d'où le problème à développer des arguments, et finalement, c'est cette posture non de soutien, où bon, le texte passera de toute façon, etc. Surtout, comme d'habitude, je veux dire, pour le TSCG, pour Maastricht, c'est à chaque fois la même chose. C'est-à-dire que le débat, il a lieu après les négociations européennes. Parce que je crois qu'en France, l'Europe ne devient un objet politique qu'à partir du moment où ça devient un objet politique intérieur. Lorsque le président de la République dit, voilà, maintenant on va parler d'Europe en France. À ce moment-là, tous les partis politiques se réveillent et disent, ah ben oui, on va parler d'Europe. Donc au moment où on décide d'un référendum, au moment où on va ratifier un traité. Voilà. Et au lieu de dire on va négocier, on dit on va renégocier. Voilà. Voilà. Il faudrait mieux dire avant, voilà ce que nous allons négocier, et on débat avant. Je suis d'accord. C'est peut-être justement ce qui va peut-être changer maintenant. Alors justement, on va terminer par ce qui va peut-être changer, et puis par ce qui a changé quand même, parce que vous l'avez dit, hein, cette question européenne a souvent divisé le PS. Alors on est reparti en 2005, justement, après ce fameux traité où donc les Français ont voté non. Et alors là, Jean-Luc Mélenchon, qui était à l'époque encore au Parti Socialiste, qui avait voté non, eh bien, est arrivé au Congrès du Mans, un congrès censé réconcilier le parti, mais un congrès avec des sifflements, des tensions. Je vous propose de réécouter l'ambiance en 2005. J'invite maintenant Jean-Luc Mélenchon à la tribune du Congrès socialiste et Éric Besson se prépare. Chers camarades, s'il vous plaît, chers camarades, s'il vous plaît. Je crois pouvoir dire que sur la question de la Constitution européenne, nous avons dorénavant les moyens de dépasser ce qui nous a opposés. Pour la raison suivante, plus personne ne nie que cette question sera posée à celui ou à celle qui aura à gouverner notre pays, à le présider au lendemain de 2007. Et j'ai entendu dire à la tribune que naturellement tous nous sommes prêts à porter la phrase qui compte, non pas celle qui nous réconcilie entre nous-mêmes, cela est toujours possible dans une famille, mais qui nous réconcilie avec toute la gauche. La phrase qui compte, celle qui consiste à dire « si le président ou la présidente de la République vient de nos rangs, alors elle ne signera pas la Constitution européenne ». Voilà, bref, c'est intéressant parce que bien de la réconciliation, mais sur la base de ces revendications. Donc on voit bien que les clivages perdurent au sein du PS en 2005. Et alors ce ne fut pas du tout le cas 7 ans plus tard, à l'heure du congrès de Toulouse qui vient de s'achever, puisqu'alors là, pas de sifflet, pas de hurlement. Le sujet peau de banane de l'Europe a soigneusement été évité à la tribune. Dans les couloirs, eh bien, on en parle, mais beaucoup plus discrètement. Je vous propose d'écouter tout d'abord le patron des députés socialistes au micro d'une équipe de Public Sénat. À l'Assemblée nationale, je ne vous cacherai pas qu'il y a, de la part des plus de 270 députés qui ont voté oui, toujours un très fort ressentiment pour ceux qui n'ont pas respecter ce qui était la discipline de notre groupe. Et donc voilà, ça s'exprime sous différentes formes. Je ne sais pas si c'est blacklisté ou pas, mais en tout cas, il y a toujours un très fort ressentiment par rapport à ce qui a été fait là. Je pense que ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas su prendre le bon chemin, le bon train sur ce traité, doivent donner des signes très vite qu'ils veulent accompagner pendant 5 ans le président de la République aussi sur la question européenne. Voilà, ils ne sont pas descendus du bus et puis ils n'ont pas pris le bon train non plus. Et puis maintenant, ils vont devoir donner des signes. Écoutez sur ce point Jérôme Guedj, celui qu'on entendait tout à l'heure sur le fameux non de soutien. Écoutez-le aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet de discorde, c'est un sujet de débat. Encore une fois, quand les socialistes sont en responsabilité, on a moins besoin de rentrer dans le rang, comme vous dites, que de faire vivre le débat. Parce que sinon, le débat nous rattrape à un moment ou à un autre. Donc je préfère qu'on anticipe ces sujets-là. Et qu'on crée dès à présent les conditions, par exemple, pour que au moment des élections européennes, on donne une vision claire, qu'on propose un rêve européen. Au moment de l'élection présidentielle, François Hollande a été élu en réenchantant le rêve français. Là, il faut absolument qu'on réenchante le rêve européen, parce que s'il y a bien une institution qui est en crise, y compris dans la perception par l'ensemble des Français, c'est l'Europe. Voilà, alors contraste complet effectivement, et puis là on a l'impression qu'ils cherchent à repartir, enfin à donner les fameux gages que réclamait Bruno Le Roux, qui continue finalement à sermonner ceux qui ont refusé de jouer la partie.
Est-ce que là, il n'est pas... Enfin, la question qu'on se pose, est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop dans une communication négative là, vis-à-vis de son groupe? Bon, je ne suis pas le politique de non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Non, mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir votre regard, justement... Non, il se positionne très clairement. Hors politique. Il prend ses responsabilités. Il n'y a aucune ambiguïté sur son rôle. Et il est légitime. Usant de ces 3 facteurs qui sont absolument nécessaires pour qu'un capitaine emmène son équipe à la victoire, il se positionne comme il le fait, et à mon sens, il le fait bien. Ah bon? Le jour, pour moi, il le fait bien. Si j'avais un conseil à lui donner en tant qu'équipe sportive, je lui dirais continuez. Mais je crois que là, il fait exactement, le Roux fait exactement ce que Hollande n'a pas osé faire en 2005. Exactement. Il fait le ménage. Tout à fait. Et le problème, pourquoi est-ce que Hollande a tergiversé autour du TSCG? Parce qu'il n'avait pas fait le ménage, et donc il avait ses nonistes. Et là, ce que dit le patron du groupe socialiste, c'est moi je vais faire le ménage. Et où vous vous couchez, où il va falloir partir. Regardez Mélenchon, il n'a pas fait le ménage, Mélenchon est parti tout seul et pourri depuis la vie du Parti socialiste. Si dès 2005 il avait dit dehors ceux qui ne respectent pas les résultats du référendum interne, sans doute que le PS n'aurait pas connu ces années difficiles et qu'il connaît encore aujourd'hui. Donc je crois qu'effectivement, là, il a raison. Il faut être bad guy en politique. D'accord, bad guy, et visiblement ça marche, hein, puisqu'on entend du coup Jérôme Guedj qui donne, oui, qui se couche, vous diriez carrément, il se couche là. Vous savez, ils vont se réveiller. Non, ce que je crois simplement, non, je crois pas. Simplement, si, et 2 choses qui sont importantes à dire. La première, c'est que la situation n'est pas tout à fait la même que 2005, ce parti était beaucoup plus divisé. Aujourd'hui, c'est quand même une toute petite minorité. La deuxième, et on comprend quand même Bruno Le Roux, la deuxième, c'est que bien sûr qu'il peut y avoir des votes où un certain nombre de députés ne votent pas avec le gouvernement. Ça peut arriver. Hein, ça s'est vu aussi à l'UMP, ça peut bon, très bien. Mais là, sur ce vote-là, pour le président de la République, c'était important de pouvoir dire la gauche, elle seule, a pu voter ce traité. Il ne voulait pas avoir besoin des députés de droite ou du centre pour le faire. Bon, donc ils auraient pu, là, ils ont manqué de solidarité. On peut comprendre Bruno Le Roux. Là, il s'est passé quelque chose, un vrai manquement à la solidarité. D'accord. Et là, vous pensez que Bruno Le Roux, il veut vraiment se distinguer de ce qu'a fait François Hollande en 2005. Oui. Il a tiré les leçons du parce management. qu'effectivement, c'était clair, plus clair même que je le pensais moi avant. Hein. Oui, plus clair. C'est-à-dire plus clair que vous le pensiez. Je ne pensais pas qu'il mettrait si clairement en cause ceux qui avaient voté. Oui. Parce que précisément, c'est pas la tradition Hollande. Vous dites oui, vous ne pensez pas qu'il le dirait en termes aussi clairs. C'est vrai, ce qui est frappant, c'est que là, plusieurs semaines après le vote, il continue. Oui, absolument. Donc, changement de culture. Oui, là, voilà. Le mot de la fin, Sylviane Rémy. Alors là, on nous parle maintenant de réenchanter l'Europe. Hein, ce que propose Jérôme Guedj, finalement, c'est ça le programme. Un petit mot sur ces propositions. C'est-à-dire que le mot Europe, si vous voulez, ou bien on l'emploie avec un article défini, c'est l'Europe. Et ça, c'est le référent qu'on a là, l'existant. On renvoie à quelque chose d'existant. Mais Hollande avait dit une Europe, un article indéfini. Et là, ça veut dire que ça ouvre une perspective. Une Europe nouvelle, pleine de promesses, etc. Donc, il y avait cette idée quand même de futur et donc de rêve. C'est-à-dire que le fait de dire une Europe, ça la concrétise, c'est ça? Non, une Europe ne peut être utilisée qu'avec un adjectif. Parce que c'est une facette. Une Europe comme ci, voilà, une Europe comme ça, jamais dire une Europe nouvelle. Avec un nom propre, où vous direz une Hélène Risser en pleine forme, c'est une facette. D'accord, ok, on la qualifie, j'ai compris, comme ça j'ai compris. D'accord. Et alors, avec ça, on a donc une Europe pleine de promesses. Là, on peut ajouter des adjectifs qui apportent une affectivité. Mais alors, ce qui est intéressant avec la formule le rêve, c'est qu'au lieu de dire une Europe qui fait rêver, on dit un rêve européen. C'est-à-dire que l'Europe devient l'adjectif et on met comme pivot le terme affectif. Le rêve. Il faut créer une sorte de stratosphère de l'imagination et effectivement qui décolle. Parce qu'il faut toujours que l'Europe fasse rêver. Est-ce qu'on demande est-ce qu'on dit on va réenchanter la France? Évidemment pas. C'est-à-dire comme si l'Europe devait toujours donner plus que ce qu'elle a. D'accord. C'est étonnant. On demande trop à l'Europe, à une Europe. Voilà. Bon, merci à tous les 4 pour vos analyses. Merci à Marie Lebon et à Arthur Dio qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laure Alice Hervé qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillants libres. Au moment de la campagne législative de 97, après la fameuse dissolution ratée de l'UP, ils avaient négocié ce qu'on appelait le traité d'Amsterdam. Et Jospin a fait sa campagne sur le thème
nous renégocierons le traité d'Amsterdam. Il est arrivé 15 jours après, c'était terminé, on en parlait. Il avait dit renégocier. Exactement la même chose. Ah oui, Thierry, il faudrait chercher. Je me vois pas